vraiment ravie de vous avoir, Jacques, en direct là aujourd'hui et pour vous poser des questions sur ces magnifiques ouvrages que vous avez écrits. Et ce qui est impressionnant, c'est la prolixité de votre écriture sur l'eau. Donc vous avez écrit 3 livres sur l'eau. C'est une histoire d'amour entre vous et l'eau. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous ressentez, comment maintenant vous expliquez que cette histoire d'amour soit rentrée dans votre vie? Vous savez, la vie, c'est toujours un destin. Bon. Et ce problème du destin, les gens, en fait, le subissent. Or, avec l'eau, on ne subit pas le destin. C'est ce que j'ai découvert. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est toujours pareil. C'est une espèce d'effondrement de notre vie, je dirais, ordinaire. À un certain moment, il y a à peu près maintenant près de 25 ans de cela, et où vous êtes installé dans un système qui est relativement confortable, puisque j'étais cadre supérieur, comme on dit, supérieur à quoi, ça on ne sait pas, mais dans une société de pétrole, voilà, donc une filiale plus exactement. Et bon, ce travail que je faisais était intéressant, mais extrêmement stressant. Et bon, ma famille vivait bien, j'avais eu 3 enfants, etc. et tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter ce travail parce que, effectivement, il était stressant et il me posait un tas de problèmes, même au niveau éthique, puisqu'on rentrait dans un monde qui était politico-financier. Moi, je me suis retrouvé sans rien, j'ai tout perdu. Alors, tout s'est délité au niveau, je dirais, professionnel, bien sûr, financier, conjugal, etc. Et je me suis retrouvé dans un trou noir. Et là, bon, qu'est-ce qui se passe? Soit on devient clochard, ou on se dégénère complètement dans une espèce de lamentation permanente et de victimisation, ou alors on fait des rencontres absolument incroyables et qui vous font percevoir une espèce de petite lumière qui peut être possible. Et ça a été l'eau, tout simplement un ami qui était naturopathe et qui travaillait avec l'eau notamment, et que j'ai rencontré, que je suis allé voir, et voilà, et on a fondé une petite société où j'ai vendu, je dirais à la sauvette presque, des purificateurs d'eau, donc avec une petite camionnette, et je tirais les boutons de sonnette chez les ménagères. Donc j'ai appris, en buvant cette eau, qu'il se passait quelque chose. Cette eau simplement pure, dénué de toute pollution, de tout corps étranger, etc., eh bien, m'a provoqué une sorte de détoxication mais phénoménale. Et comme j'étais dans cet état d'attente de retrouver quelque chose, de retrouver une nouvelle vie et de redémarrer, on dirait que mon corps a pris cette eau, je dirais, d'une façon comme une espèce de bouée de sauvetage. Et tout d'un coup, j'ai eu des détoxications très violentes sur toutes sortes de formes. Et j'ai compris qu'il se passait quelque chose avec cette eau. Donc ça a été mon premier contact. Et je crois que c'est ça qui m'a sauvé, parce que, comme je vous dis, j'étais pas dans un état, je dirais, de santé extraordinaire. J'avais énormément, comment dirais-je, malmené mon corps à travers, bien sûr, tous ces voyages que je faisais à l'étranger, les dîners d'affaires, les restaurants d'affaires, et puis toute, je dirais, cette espèce d'empoisonnement au niveau qui était très toxique au niveau mental, à travers, je dirais, les gens que je rencontrais, la pression sur laquelle qu'on exerçait sur moi, bien sûr, et sans arrêt être dans cette espèce de souffrance aussi, qui était tout à fait paradoxale et opposée par rapport à ce que j'étais au profond de moi-même, où je n'avais pas vécu des choses pareilles. Donc tout ça, effectivement, ça a été l'émergence. Je dis qui n'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. Ça a été une voie un peu douloureuse, mais en même temps très régénératrice. Et quand j'ai vu que mon corps répondait à quelque chose, j'ai dit, mais attends, il faut l'aider, il faut continuer, etc. Et c'est là où j'ai pris la décision d'étudier l'eau. Et pour moi, ça a été une espèce d'interrogation immense. Et là, j'ai vu qu'au niveau scientifique, il y avait une absence totale, une ignorance qui existe toujours d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, devant cette eau qui est insaisissable,
et qui reste actuellement, même dans les congrès de physique internationaux, même auxquels j'avais assisté, était considérée comme la plus grande énigme de l'univers. Donc, et les premières personnes qui m'ont mis vraiment sur la voie et qui m'ont immergé, si je peux dire, dans cette conscience de l'eau et le début de cette compréhension, étaient des gens qui ont disparu maintenant. Donc, il y a déjà, moi j'ai commencé il y a 22 ans, même 3 ans. Eh bien, il y a eu Jacques Benveniste, ce grand scientifique, et ce grand scientifique qui a pris le risque, et qui lui a coûté très cher, de sortir, si tu veux, de sortir des chemins habituels de la science pour se lancer, je dirais, dans cette explication de l'eau et au niveau de sa molécule, et en général d'expliquer que, en fait, tout le système de notre corps au niveau biochimique ne fonctionne pas par des systèmes, je dirais, d'approche physique, mais par des systèmes d'approche fréquentielle. Donc, il a mis en exergue d'une façon magistrale que toutes nos molécules, actuellement, et grâce à la molécule d'eau d'ailleurs, pour des raisons bien sûr techniques qu'on peut expliquer maintenant, eh bien, fonctionnaient par une signalisation moléculaire qui fonctionnait à la vitesse de la lumière. Donc, l'eau va se structurer en fonction de l'information qu'elle va recevoir. Donc, ces molécules d'eau s'ajustent ou se désajustent en fonction de cette fréquence ou de ces fréquences qui lui sont données au niveau électromagnétique. Mais on va s'apercevoir très vite que ce n'est pas simplement des supports électromagnétiques qui vont simplement fonctionner avec des fréquences qui sont repérables, mais que cette eau va être aussi sensible à des choses encore beaucoup plus virtuelles et immatérielles, où on a découvert maintenant, et on le sait, que ça rejoint le monde de la pensée et de la conscience. Il a fallu débrouiller cet écheveau qui était énorme au niveau scientifique, et je me suis aperçu qu'il fallait étaler, je dirais, ses connaissances dans toutes les sciences, car la physique n'appartient pas... Toutes les directions. Ouais. Toutes les directions. L'eau n'appartient pas à une science particulière, il n'y a pas de spécialisation dans l'eau, au contraire, je ne suis pas un spécialiste de l'eau, je suis au contraire un généraliste de la vie. Et alors justement, Jacques, est-ce que nous, on a à faire tout ce chemin? Alors vous êtes là pour nous y aider parce que vous avez mis à notre portée cette connaissance vraiment le plus précisément possible. Est-ce qu'on a d'abord à se remettre en lien avec l'eau physiquement, puis au niveau de notre pensée, de la connaître, de la comprendre un peu plus, pour après être justement ces capteurs du cosmos et qu'on puisse coopérer ensemble? C'est un peu ça le chemin? Alors, là, je le résume très succinctement. Je pense pas qu'on doit refaire le chemin que j'ai fait. C'est un chemin un peu, si vous voulez, de défricheur, d'exploration, etc. Bon, il y a déjà un chemin qui existe. Bon, ce chemin, je l'ai tracé, mais il n'y a pas que moi. Il y a tout un tas de gens qui ont travaillé dans l'eau et qui suivent ce chemin. Je connais des scientifiques qui travaillent là-dessus et qui font un autre chemin, mais qui est tout à fait valable et qui se rejoint avec le mien. Donc, il est actuellement, je pense, la seule chose à faire quand on veut effectivement rentrer dans la magie de l'eau, dans cette magie extraordinaire qui est maintenant de plus en plus expliquée. Il n'est pas utile de savoir et comprendre comment fonctionne l'eau, parce que ça va très loin. Il faut des années d'études avant de pouvoir faire une synthèse de tout ça et imaginer ce que ça peut être. Je dis, il faut prendre l'eau un peu instinctivement. On sait que cette eau va être une sorte de vérité par rapport à votre corps. Votre corps n'attend que ça. Attend cette eau bienfaisante, cette eau constructrice, et surtout cette eau qui va vous relier, je dirais, d'une façon multidimensionnelle avec l'univers. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à cette espèce je dirais, d'instinct que nous avons et qui nous porte vers la vie, mais on ne sait pas comment. Quelque chose qu'on a peut-être oublié, c'est que toute forme liquide n'est pas de l'eau. Ça demande un travail au corps pour purifier cette eau et la rendre... Absolument. Lui redonner ses qualités. Donc, bien sûr, même si on boit du thé, enfin, encore le thé, c'est pas le pire, mais du coca ou des jus de fruits, ça ne remplacera jamais l'eau.
c'est même plus de l'eau, c'est un poison total. Bon, on connaît les ingrédients qui se trouvent dans les boissons industrielles, c'est absolument dévastateur et qui bloque complètement, si je peux dire, le système informationnel du corps. C'est-à-dire que pratiquement, vous n'avez plus suffisamment d'eau structurée dans le corps pour pouvoir faire passer les informations vitales. Et j'explique effectivement comment fonctionnent nos cellules, comment elles échangent des informations et comment l'eau, en fonction de ces informations, va adopter une structure précise. Et il faut que cette eau soit libre. Oui, bon, on entend beaucoup le mot structure. Quand vous dites structure précise, c'est une structure électromagnétique, une structure physico-chimique. C'est une structure électromagnétique. Il y a effectivement, tout ça a été défini par des scientifiques qui sont tout à fait, comment dirais-je, valables et qui sont maintenant décédés, bien entendu, mais comme Louis-Claude Vincent a défini les paramètres précis électromagnétiques dont le corps doit avoir pour pouvoir fonctionner. Bon, ce sont des paramètres qui sont tout à fait classiques et qu'on connaît, hein, et qui sont, je dirais, tout à fait des potentiels électroniques, des potentiels électriques qui sont bien définis et qui nous mettent sur des terrains de santé. Bon, personne ne connaît ça au niveau de la médecine, personne ne connaît l'eau au niveau de la médecine, donc pratiquement on est dans une médecine chimique, une médecine qui est, de toute façon, on voit très bien, dans une impasse totale actuellement. On fait des prises de sang, mais on n'a pas les moyens, je ne sais pas si ce serait possible de faire une analyse de notre eau intérieure. Alors justement, c'est ça. C'est intéressant d'avoir ça. C'est justement à travers certains, je dirais, paramètres du corps, notamment par des analyses de sang, d'urine et de salive, où on détermine les coordonnées, ce qu'on appelle bioélectroniques. Et ces coordonnées, bien sûr, vont de toute façon donner à celui qui les observe exactement les coordonnées de la maladie qu'il peut avoir ou sur le terrain qui amène ces maladies. Ça, c'est très important, donc c'est très préventif. On connaît très bien les terrains cancéreux, comment ces terrains cancéreux sont amenés. Et actuellement, la flambée du cancer, c'est dû précisément à tout notre système, je dirais, d'alimentation, tout notre système de boissons, et dans lequel tout a été éliminé au niveau de l'eau. Personne ne parle de l'eau. On vous parle des eaux de distribution urbaine, on vous parle des eaux minérales, mais ce sont des eaux qui sont effectivement des eaux dégénérées et qui nous mènent sur des maladies de dégénérescence. Donc actuellement, on ne pourra jamais endiguer toutes ces maladies actuellement si on ne met pas de l'ordre dans cette eau intérieure que nous avons, cette eau extracellulaire, et je dirais interstitielle, etc. Et surtout au niveau du sang, parce que l'eau dans le sang, c'est 95%. Par conséquent, 85%. Par conséquent, il est extrêmement important de donner force et vie à cette eau, et c'est précisément ces eaux qui sont reconstruites, puisqu'on n'a pas d'autre manière actuellement, les eaux naturelles n'existent plus, reconstruire cette eau pour lui donner une structure et pour lui donner un potentiel de vie. Et ce potentiel de vie, on l'explique très bien maintenant, que c'est un potentiel électronique. Bon, alors, et en définitive, on est sans arrêt en interaction entre notre pensée et l'eau. Et l'eau est la conductrice même de toutes ces informations immatérielles et je dirais électromagnétiques. Alors, par la suite. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre dernier ouvrage, d'abord c'est un ouvrage qui nous porte justement comme si on est sur un bateau sur l'eau, ça coule, c'est formidable, on a l'impression qu'on est lavé par ce que vous dites, hein. Vous parlez du mystère et vous dites l'art de vivre c'est savoir un peu accueillir ce mystère et puis jouer avec, quoi. Non, moi ça absolument. Moi, je pense que la vie, c'est ça. C'est pas simplement d'emmagasiner un savoir et de se faire diplômer ou académiser en fonction de ce savoir. Ce savoir, c'est une histoire. C'est déjà le passé. Mais je dis que la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas avec un savoir. Elle fonctionne avec la connaissance. C'est-à-dire que c'est une espèce de projection dans le futur, de découverte qu'il faut faire. Le mystère fonctionne d'une façon dynamique. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, insaisissable. Non, le mystère, c'est quelque chose qui se découvre, qui se découvre au fur et à mesure que vous avancez, que vous comprenez. Donc, je dis à tout le monde, bien sûr, il faut apprendre pour comprendre. Ça ne suffit pas. Il faut aussi être sans arrêt sur cette crête du mystère.
La crête du mystère, c'est très dynamique, c'est une espèce de vague qui avance, et là, à ce moment-là, comment dirais-je, le mot, je dirais, étymologique du mot connaissance, c'est naître avec. Naître avec, effectivement, c'est rentrer dans ce mystère. Et là, ça m'a permis d'être sans arrêt dans cet éveil, dans cette curiosité permanente, et de voir que quelque part, tout rejoint une unité. Bon, c'est très difficile à comprendre au départ lorsqu'on est dans cette science analytique telle qu'elle est. Oui, Parce qu'on est toujours plongé dans l'analyse, et bien cette analyse n'est pas suivie par une synthèse. Et l'analyse, c'est un mode opératoire nécessaire pour observer quelque chose, car notre intelligence et notre rationalité humaine nous amènent dans l'analyse. Mais en définitive, elle nous coince à la fin si on ne débouche pas sur une synthèse. Nous avons actuellement la capacité de pouvoir sauver la planète. Nous avons la capacité de pouvoir sauver l'homme, mais à condition qu'il en prenne conscience. Et là, actuellement, bien sûr, il y a des énormes questions qui sont, comment dirais-je, déjà posées, mais que personne ne veut prendre ou intégrer parce que ça exige une telle révolution au niveau de notre comportement intellectuel, notre comportement, je dirais presque spirituel des choses, et notre comportement politique et social. Ça risquerait de détruire les structures actuelles pour effectivement retrouver une civilisation qui n'a plus rien à voir. Or, ça, c'est le gros problème actuellement, et je l'ai expliqué dans mon dernier livre, qu'actuellement tout est prêt pour changer, effectivement, notamment les systèmes énergétiques. Et là, l'eau, effectivement, peut prendre sa place, une place royale, parce que l'eau, en fait, nous pouvons tirer de cette eau une énergie colossale, mais qui ne fonctionne pas, je dirais, avec les lois de la thermodynamie actuelle. C'est pour ça que personne ne comprend rien, et qu'actuellement, on ne veut pas prendre en charge, précisément, les phénomènes, ce qu'on appelle de fusion froide. Bon, et alors c'est là où j'explique dans ce livre qu'il y a actuellement sur la planète, enfin le fonctionnement de la vie en général se fait à travers deux systèmes, et le système que nous avons choisi et privilégié et mauvais, c'est le système explosif. Et ça depuis l'origine du feu, si je peux dire. Hein, depuis les gens se chauffent avec ça dans les grottes au niveau de nos ancêtres. Eh bien, depuis cet instant-là, on a développé des systèmes à explosion hein, qui sont basés sur les lois de la thermodynamie. C'est-à-dire qu'effectivement, on casse tout simplement un élément pour en tirer une énergie, et cette énergie devient entropique, c'est-à-dire qu'elle va vers une énergie nulle et zéro. Alors que vous avez une énergie qui fonctionne derrière, et à mon avis, qui est l'énergie principale de la vie, celle qui permet effectivement à construire la vie, et celle que l'on a dans notre sang, celle que l'on a, je l'explique dans mon livre d'ailleurs, comment fonctionne notre système sanguin. C'est absolument remarquable. On découvre maintenant qu'elle fonctionne surtout avec des énergies implosives, c'est-à-dire que notre système sanguin a cette capacité de pouvoir extraire des énergies qui n'ont rien à voir au niveau des énergies thermodynamiques. Et là, on voit que toute la puissance là-dedans rejoint ce qu'a pu découvrir, ou tout du moins faire percevoir, la physique quantique. Mais la physique quantique, comme je dis, celle de la physique du XXe siècle est morte. C'est plus la physique quantique, c'est maintenant va être la physique, effectivement, je dirais, de l'énergie, et la physique surtout, je dirais, de la conscience. On commence à, maintenant les scientifiques se rendent compte qu'il va falloir prendre dans leurs équations l'esprit et la conscience. Alors ça leur pose un problème énorme, évidemment. Et j'expose aussi dans ce livre dernier comment, justement, au CERN de Genève, et c'est la question qui se pose actuellement, puisque toutes les particules qui apparaissent ou qui font apparaître se demandent si ce n'est pas leur propre imagination qui, en définitive, font apparaître ces particules. Donc, on en est là. Il se passe actuellement une espèce de révolution, et cette révolution, si on ne reprend pas je dirais, intégrer dans notre civilisation actuelle ces forces implosives, je ne pense pas que l'humanité puisse survivre encore des siècles et des siècles, loin de là. Beaucoup de gens font tourner des moteurs, ce qu'on appelle surunitaires, c'est-à-dire des systèmes qui utilisent cette énergie implosive, qui est l'énergie originelle de l'univers d'ailleurs, tout fonctionne comme ça dans l'univers, et qui donc
produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment pour faire fonctionner le système. Alors que toute énergie explosive, telle que nous l'avons dans notre moteur à essence ou au diesel ou tout ce que vous voulez, sont des moteurs qui sont sous-unitaires, c'est-à-dire que pratiquement le potentiel de carburant que nous avons, nous en utilisons que 30 ou 40%, point final. Donc c'est tout à fait dérisoire, ridicule, c'est un gâchis incroyable. Et notre corps fonctionne aussi un peu comme ça, il faut le reconnaître. C'est pour ça que, d'une façon, je dirais, anthropique, nous finissons par mourir physiquement. Bon, et ça, bien sûr, c'est un problème qui est un très gros problème pour l'homme, puisque la terreur de la mort est absolue partout, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait son plus grand malheur, d'ailleurs, dans le fonctionnement de sa vie de tous les jours. Bien sûr, l'eau transporte tout cela, effectivement. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous dites que la conscience, elle n'a pas de temporalité, c'est ça? Absolument. Donc, cette conscience-là fonctionne dans toutes les dimensions. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, nous avons simplement la conscience du présent, si je peux dire. Hein? Bon, mais cette conscience du présent est sans arrêt, si je voulais, en interconnexion avec le futur que nous avons déjà fabriqué. Il faut bien le dire aussi, la plupart du temps, nous avons des futurs dans lesquels, effectivement, il y a des potentiels que nous avons fabriqués par notre pensée. Et qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Nous actualisons sans arrêt des potentiels futurs qui ont été créés par le passé. Donc c'est ça qui se passe dans le présent, c'est pas autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre en cause la fatalité des choses. La fatalité des choses n'est pas due au hasard, elle est due justement à des constructions de pensée que nous avons à chaque instant et qui fabriquent des futurs. C'est-à-dire que notre temps présent, c'est un peu un temps qui est coupé d'une façon imperceptible par des temps qui sont les temps qui viennent du futur et des temps qui viennent du passé. Alors c'est assez iconoclaste tout ce que vous dites, parce que la manière dont on interprète la sagesse actuellement, on n'arrête pas de parler du temps présent, on pense à Eckhart Tolle, à tous ces sages qui nous disent « nous n'avons que le temps présent ». Mais oui, dans ce temps présent, il semblerait qu'il n'ait pas que le temps présent. En revanche, nous, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est que... le présent est indispensable pour fabriquer un futur, voilà, et avoir un... Donc ce temps-là est indispensable, mais ce temps-là est un non-temps quelque part, puisqu'il ne fait que tout simplement avaler les futurs et rejeter du passé, si je peux dire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la flèche du temps n'est pas toujours dans le même sens, elle peut être dans le sens inverse. Et ça, c'est ce qui est démontré, ce qu'on appelle maintenant dans la rétrocausalité, et vous avez même, ça commence à être enseigné dans certaines universités. Ça veut dire tout simplement que à partir du moment où vous avez une intention, c'est pas n'importe quelle pensée, bien entendu, une intention profonde, un désir, un souhait qui est profondément ancré en vous, eh bien, il ne faut pas l'oublier que cette intention, vous allez fabriquer, si je peux dire, un effet dans le futur. C'est-à-dire que vous allez, en quelque sorte, par une intention, une pensée, provoquer un effet dans le futur. Et ce futur, donc, est fabriqué quelque part. Bon, mais il n'est pas encore vécu. Mais ce futur va devenir lui-même une cause, en quelque sorte, qui va revenir, si je peux dire, dans le présent, provoquer un effet dans le présent. Bon. Donc, on appelle ça la rétrocausalité, et on commence à comprendre que c'est le système majeur de la construction de l'univers. C'est ça, on explore en quelque sorte un futur. Donc on est à la frontière de concepts qui sont difficiles à embrasser par rapport à notre compréhension, à notre mental du moment. L'explication du mouvement des temps, si je peux dire, du cycle, etc., n'est pas si compliquée que ça. Seulement, c'est tellement en opposition avec ce que l'on pense qu'on n'arrive pas à l'intégrer. C'est ça. On n'a pas encore, je me dirais, les neurones nécessaires qui sont connectés pour pouvoir comprendre ça. Donc, on comprend intellectuellement, si je peux dire, mais on ne l'intègre pas et on le censure. Et ça, c'est des choses absolument incroyables. Alors, tiens, si on mettait en pratique, ça voudrait dire, par exemple, que tout de suite, on se dit, OK, je m'ouvre au mystère. Mais j'essaye de le comprendre. Je vais comprendre un moment où ça va venir, il y a une espèce d'ouverture à faire, et on met en place quelque chose qui ouvre notre champ de conscience, par exemple. Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. On vit avec, ce qui est tout différent. C'est plus un concept intellectuel. C'est tout simplement un système qui fait fonctionner la création. Ce que j'ai raconté, ce que j'ai émis en exergue, ce que j'ai dévoilé, a une résonance énorme actuellement chez les gens. Énorme. C'est vrai.
Je C'est ça. confirme. Donc, bien sûr, il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord avec moi parce que je ne suis pas un cheminement rigoureux, mais en fait, la rigueur scientifique, elle est beaucoup plus importante qu'on l'imagine dans mes livres, contrairement à ce que les scientifiques disent, parce qu'elle suit une logique qui est tout à fait impérative et qui conduit à travers différentes analyses, à une synthèse de l'univers. Et quand on retrouve cette synthèse de l'univers, ce n'est pas un concept absolument abstrait, c'est un système qui permet de faire fonctionner la création, tout simplement. Donc on retrouve comment fonctionnent les planètes, mais on retrouve comment fonctionnent nos atomes. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, on est cet infiniment petit de cet infiniment grand. On est comme un capteur de l'infiniment grand. Cet infiniment petit, si vous voulez, et cet infiniment grand se rejoignent parce que ce sont des différences de temps qui font fonctionner ces systèmes-là. Mais c'est pas la même fréquence vibratoire du temps. Et nous, on est peut-être extrêmement petits à travers d'autres dimensions qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres, alors qu'on paraît peut-être être pour eux un atome. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour être heureux, est-ce qu'on est obligé de mettre en équation moi, j'ai bien aimé, vous utilisez dans votre livre le terme de réenchanter le monde. Voilà. On rejoint à l'origine peut-être même des religions. Je veux dire, c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que, en fait, si vous voulez, on s'aperçoit que le monde, nous, à travers notre vision, je dirais, rationaliste, est construit sur des systèmes mathématiques et des nombres qui sont harmonieux. Hein. Bon. On les connaît, c'est le nombre d'or, c'est la suite de Fibonacci, etc. Toutes ces choses-là, effectivement, qui montrent qu'il y a des harmoniques précis dans l'univers pour construire les formes. Mais bien sûr, c'est des mathématiques, ça n'a aucun sens sans ça. Mais si vous voulez, quelque part, ces mathématiques deviennent sacrées dans la mesure où on s'aperçoit que cette harmonie aussi fonctionne avec quelque chose qui est encore de beaucoup plus subtil, c'est l'esthétique, effectivement, avec laquelle l'homme fonctionne maintenant d'une façon, je dirais, le plus extrême, c'est la beauté, l'affection et l'amour. Bon, c'est cette espèce de bienveillance permanente. Moi, je regarde ça, si vous voulez, un peu dans la nature. Une fleur, c'est l'amour complète. C'est une espèce de beauté qui s'offre et qui est partout à la fois. C'est que cette eau que l'on boit, que l'on dynamise, que l'on conscientise, avec laquelle on est marié, eh bien, elle est, en définitive, la conséquence principale au départ, si je peux dire, c'est de nous régénérer au niveau biologique. L'eau va vous remettre sur les terrains de santé qu'il faut. Donc, va reprendre en quelque sorte toutes les informations. Elle va pouvoir les faire passer alors que nous, on les bloque sans arrêt, par notre façon de vivre, notre hygiène de vie mentale, etc., le stress, les émotions, la peur, etc. Tout ce qui est négatif, effectivement, petit à petit, vous allez les dissoudre là-dedans. C'est l'eau qui va les dissoudre. Bon, ça ne se fait pas en une journée, je suis tout à fait d'accord. Mais vous verrez des améliorations progressives. Et surtout, et c'est ça la chose la plus importante, c'est que non seulement c'est en vous-même que ça va se passer au niveau de votre biologie, vous vous trouverez beaucoup mieux, physiquement vous allez reprendre, je dirais, pouvoir et autorité sur votre corps, vous n'aurez besoin de personne d'autre. Ça c'est important, ça ne fait pas affaire pour beaucoup de gens, bien entendu, vous vous rendez compte. Notre vie physique est une vie tout à fait précaire, ça il faut le reconnaître, et qu'il faut donc embrasser, si je peux dire, notre multidimensionnalité pour effacer la terreur de la mort. Et à partir de là, vous comprenez qu'effectivement, vous n'êtes pas simplement une espèce de petite particule qui arrive entre une naissance et une mort, coincée entre l'infini et l'éternité. Du paisible et heureux. Complètement, l'eau m'a transporté, si je peux dire, sur des dimensions et surtout sur des perceptions de l'univers qui a complètement modifié ma façon de vivre dans le quotidien. Bon, au niveau de la conscience, au niveau éthique, si je peux dire, des choses, l'univers fonctionne dans un cadre éthique parfait, où tout est en équilibre, tout est dans la beauté, tout est fonction d'une espèce d'amour total des choses, et quand on rentre là-dedans, on est émerveillé. Bon, parce que on ressent ces choses-là, mais c'est pas simplement un ressenti, et on s'aperçoit qu'elles vont modifier progressivement notre façon de vivre, et surtout, dans votre environnement, il y a des choses qui se dénouent, vous ne comprenez pas pourquoi, mais en fait, vous le savez très bien, c'est parce que, effectivement, vous allez substituer progressivement, à travers justement les dimensions du temps,
je dirais, la fatalité par la providence, puisque vous créez votre futur et que vous en avez la maîtrise et que vous avez la capacité d'aller l'explorer avant même de le vivre. Donc on en est là actuellement. Et ça, ce sont des faits scientifiques. Bon, il y a une espèce de convergence à faire vers un point focal qui va déterminer automatiquement la façon de vivre. Cette façon de vivre, qu'est-ce que vous direz? C'est d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, de pouvoir satisfaire vos besoins minimums, etc. Physiquement, être en pleine santé. Bon, et à partir de là, effectivement, si vous trouvez ça, c'est que vous êtes dans la loi de la création, tout simplement. Tout est fait pour ça. Donc, il ne faut pas oublier que l'intelligence de la vie, c'est toujours la loi du moindre effort. Par conséquent, plus vous utilisez ce système qui est extraordinaire, vous êtes beaucoup moins dans l'effort et plus dans l'accomplissement des choses, vous voyez. L'accomplissement des choses, il n'y a pas besoin toujours de faire des efforts comme on fait actuellement, c'est-à-dire ramer comme des galériens pour arriver à des résultats ridicules. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne. Bon, et vous apercevez que c'est à travers des synchronicités, à travers des espèces d'opportunités qui vous sont offertes, à condition d'avoir lâché prise et de ne pas être toujours d'être dans votre mental et votre rationalité en disant non mais c'est pas ça, moi j'ai pas appris ça comme ça, etc. Non, vous lâchez tout, effectivement vous suivez une espèce de piste invisible, une espèce de fil rouge qui va effectivement vous conduire à cet immense, je dirais, accueil que vous fait l'univers parce que vous en avez vous-même une gratitude. Il y a plusieurs chemins pour arriver à la demeure du Père, comme disait Jésus, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'il y a une chose importante, il disait, ça c'est dans les évangiles de Thomas, que j'ai beaucoup étudié tout ça, tous ces évangiles apocryphes, j'ai beaucoup de documents là-dessus, qui viennent du Vatican, à travers un prêtre d'ailleurs, et bien, il disait une chose dans l'évangile de Thomas, ce sont les solitaires qui entreront dans les liens du mariage. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce sont des gens qui ne pensent pas eux-mêmes, qui effectivement retrouveront l'unité. Je suis un homme normal. Et ça, je veux le dire, mais dans le sens le plus large, si je peux le dire. Je veux dire que ce que je fais, tout le monde peut le faire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune limite. Et je ne suis pas un génie extraordinaire, j'ai une intelligence, et cette intelligence, c'est à vous d'aller la chercher, elle est là, présente en vous. Quoi en faire? Personne ne vous en parle. Jamais personne ne nous a parlé de notre pouvoir créateur. Jamais personne ne nous a parlé de notre beauté intérieure. Personne, ni les religions, ni les politiques. Au contraire. Hein. Donc c'est ça la libération. J'ai retrouvé tout ça.